L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Vous vous souvenez sûrement de l'année 2020, l'année du Covid. Pendant que la majorité de la population tournait un peu en rond, un jeune de 16 ans a décidé de prendre ce temps pour lancer son entreprise. Et ce jeune-là, c'est Clément Corcel. Alors Clément, je te laisse te présenter. Bonjour Manon, donc je m'appelle Clément, j'ai 20 ans aujourd'hui et donc je dirige Digico Market, qui est une agence de marketing digital. Donc on fait de la création de sites internet, identité visuelle, référencement local et après on accompagne sur différentes solutions comme la création de CRM sur mesure. Ok, trop bien. Voilà. Beau parcours. Merci. À 20 ans. Pour commencer, on va jouer à un petit jeu. Ouais. Je vais te poser quelques questions, tu réponds du tac au tac et ça va définir un petit peu ton entreprise, ton parcours. Allez. C'est parti. Alors plutôt école ou entrepreneuriat ? Entrepreneuriat. Autodidacte ou mentorat ? Autodidacte. Alors solopreneur ou cofondateur ? Cofondateur. Ok. Service ou produit ? Service. B2B ou B2C du coup ? B2B. Expansion locale ou plutôt internationale ? Local. Business model en récurrent ou en one shot ? Récurrent. Et argent ou mission ? Argent ou Mission. mission. Ok. Avec de l'argent. Ouais. C'est Faut toujours quand même en mieux. vivre, c'est important. C'est toujours mieux, on va pas se le cacher. Ok, trop bien. Donc plutôt Digico Market du coup en expansion locale et en B2B. Est-ce que Ouais. tu peux expliquer un petit peu ce que c'est en détail Je vais prendre l'exemple de la vision qu'on a aujourd'hui avec l'agence. On a forcément une vision d'expansion à l'international, c'est l'objectif dans du long terme. Ouais. Mais on veut garder cette importance de présence locale et de proximité avec nos clients. C'est ultra important pour nous pour avoir du retour sur investissement pour les clients, qu'on ait cette proximité avec eux pour comprendre la façon dont ils fonctionnent et comment ils veulent communiquer. Et donc cette proximité, donc le local, nous permet d'améliorer les résultats. Et c'est comme ça qu'on se démarque aussi de certains de nos concurrents. Ok, ouais, c'est vraiment la relation client Ouais, qui c'est prime extrêmement avant important tout. pour nous. Ouais. Ouais, ok. Et comment est-ce que tu en es arrivé là du coup ? Parce que tu disais que tu avais 20 ans, Ouais. que tu as 20 ans. Est-ce que tu fais des études à côté ? Quel est ton parcours exactement ? Si Alors, c'est pas trop long, Non, j'imagine. Digico Market, ça a vu le jour pendant le confinement, donc tu le disais Ouais. tout à l'heure. À l'époque, j'étais en première STMG et donc j'ai ouvert l'entreprise quand je passais en terminale, donc l'année du bac. Donc j'ai cumulé un peu les deux et j'ai eu un fort impact médiatique à l'époque. Donc ça m'a mis une grosse pression parce que j'avais le bac et énormément de demandes via la télé au niveau de Digico. Donc on a vite grandi à ce niveau-là et donc j'ai appris à gérer cette pression-là à ce moment-là. Et septembre d'après, donc je suis passé à l'IUT. BUTTC standard, technique de commercialisation à Roubaix, donc, que j'ai arrêté au bout de 3 mois parce que j'avais beaucoup trop de boulot. Et donc à partir de ce moment-là, c'était en 2021, donc septembre 2021, je me suis mis vraiment à plein temps sur Digico Market. Et après, entre deux, j'ai eu quelques petites expériences. J'ai fait de la formation d'entreprise certifiée OPCO. Et après, j'ai donné des cours à Lyon en master. Énorme. Donc à mes 19 ans, je suis passé prof vacataire. Donc tu es passé en quelques mois, tu es passé d'étudiant à prof justement devant une classe. Ouais, globalement c'est ça. Mais ce qui était ultra enrichissant parce que du coup, moi j'apprenais plein de choses en même temps. Ouais. Et l'avantage, c'est les retours que j'avais eus pendant les cours, c'est que c'était dynamique parce que du coup, moi quand je devais construire les cours et quand je les construisais, je me mettais vraiment à leur place. Genre, qu'est-ce que j'aurais bien aimé pendant les cours. Finalement, tu as le même âge et comme que c'était il y a pas longtemps, je pouvais me projeter facilement. Ouais, carrément. Et c'était une expérience dingue. Bon, j'ai dû arrêter parce que c'était un peu loin, Lyon. Et c'était beaucoup de taf. Donc j'ai stoppé ça, mais aujourd'hui, à fond Digico et je m'éclate. Trop bien. Donc aucun regret d'avoir arrêté l'école Bah non, parce que ça m'a permis de donner des cours après, donc je suis retourné globalement à l'école à côté. De l'autre côté, c'est ça. De l'autre côté de la classe. Et ben, punaise. Donc, c'était à tes 16 ans, du coup, j'imagine, parce que je pense qu'on a le même âge. Ouais. Quand tu étais en première, tu t'es dit, vas-y, je m'ennuie, je vais créer un truc. Comment est-ce que c'est venu ? Est-ce que tu avais déjà la passion du digital ? Ou est-ce que tu as saisi une opportunité parce que du coup, toutes les entreprises essaient de se digitaliser Je pense que c'est plein de petites choses qui sont mises bout à bout. Moi, je suis dans une famille où le travail, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que mon père m'a toujours éduqué je n'avais jamais rien gratuitement. C'est-à-dire que si je voulais quelque chose, il me faisait bosser un petit peu pour me donner la valeur de l'argent, de se dire, regarde, tu as bossé pendant une semaine pour te payer une connerie. Donc ça m'a donné la valeur de l'argent et donc j'ai toujours trouvé des petits moyens pour me faire un peu d'argent.
Et donc, la première expérience que j'ai eue, entre guillemets, c'était la création d'un site d'affiliation. Donc, c'était un comparateur de vêtements. En gros, tu mettais la ref de ton vêtement et tu trouvais le vêtement le moins cher sur les différents sites. Ouais. Et à l'époque, je ne connaissais pas les codes du marketing, l'importance du référencement naturel, enfin tous les codes, les réseaux sociaux, etc. Donc, ça ne marchait pas du tout. Mon site était nickel, mais personne ne me voyait. Ouais. Et donc, je l'avais montré à plusieurs chefs d'entreprise que j'avais dans le voisinage. Et ils m'ont dit, fais des sites pour les autres entreprises, parce qu'aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Je me suis dit, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et quelques jours plus tard, je suis tombé sur un article sur Twitter qui expliquait qu'il y avait seulement une entreprise sur 3 qui était digitalisée. On en parlait beaucoup à l'époque parce que c'était en plein confinement, c'est leur seul moyen de communication. Ouais, carrément. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire le tour des entreprises de chez moi, je vais voir potentiellement s'ils ont un site, etc. Et aucun n'avait un site. Donc à l'époque, je les faisais gratuitement parce que ça me permettait de monter en compétences et de vendre mes prestations facilement parce que forcément, quand tu as 16 ans et que tu arrives devant un chef d'entreprise, tu lui dis attends, je vais te faire ton site, le mec il te regarde un peu de travers en se disant bon, on va essayer. Et comme c'était gratuit, ils prenaient. Oui, il n'y a rien à perdre. Ouais. Et après, eux m'ont ramené des clients et c'est à ce moment-là où je me suis dit je vais commencer à faire payer mes prestations et donc me déclarer. C'est comme ça que ça a vu le jour en gros, Digico. Ok, et donc tout ça en parallèle de ton bac, du coup tu l'expliquais? Là, c'était pendant les grandes vacances. Ok, ça marche. Et j'ai vraiment ouvert Digico Market pendant les cours. Donc, c'était des rendez-vous à l'URSSAF, donc forcément, je devais aller sécher les cours parce qu'ils sont ouverts que pendant des horaires de travail. Ouais. Donc, j'essayais de trouver des astuces. Des motifs et tout. J'étais malade. Bon, après, j'en ai parlé avec mes profs, ils en ont rigolé. Oui. Mais j'étais beaucoup absent parce que créer une entreprise à 16 ans, c'est pas standard, entre guillemets. Non, surtout que, au terme de législation aussi, tu as beaucoup plus de paperasse que... pas forcément beaucoup plus, mais comme c'est pas connu, ils savent pas comment s'y prendre. C'est-à-dire que moi, j'étais le premier cas, entre guillemets, qu'ils avaient. Et donc, j'étais obligé de, moi, apporter les preuves de ce que je disais, comme je pouvais créer une entreprise. Ouais. Donc, je me suis retrouvé un jour à imprimer un dossier, tu vois, comme ça, avec tous les articles, etc., où j'avais tout surligné. Et j'ai été les voir, je leur ai dit, ça fait quand même 4 fois que je viens pour me déclarer, j'ai envie de le faire. Là, je vous ai mis le dossier au complet. Ouais. Et donc, au total, ça a pris 3 mois parce que j'avais dû passer devant plusieurs représentants, etc. Et donc, ça a pris 3 mois, alors qu'aujourd'hui, une auto-entreprise sur Internet, ça prend 5 minutes à créer. Oui, carrément. En une semaine, tu as ton sirette. Ouais. Et donc, ça a pris 3 mois, mais bon. Après, j'avais vraiment la valeur du travail et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai bien galéré, donc je peux y aller à fond. Oui, oui, carrément. Déjà, en soi, l'éducation fait énormément. Tu vois, si tu as toujours eu ce goût du travail et de la valeur, forcément, ça se comprend que tu aies la motivation pour attendre 3 mois pour créer. Avoir conscience de gagner de l'argent, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément cette valeur de l'argent. Ils ne se rendent pas forcément compte que c'est pas illimité. Ou alors, il faut beaucoup travailler pour en avoir en illimité, entre guillemets. Ouais. Et le fait d'avoir conscience, pour moi, c'est une valeur ultra importante dans l'éducation des enfants parce que plus ils en ont conscience, plus ils travaillent, entre guillemets. Oui, carrément. Ils sont investis aussi au travail. Ouais. Et justement, quel type d'enfant t'étais? Parce que là, on te voit un petit peu partout, tu vois, tu crées une entreprise à 16 ans et tout. Tout le monde, je pense que le commun imagine que toi, t'es hyper actif, tu vois. Mais est-ce que pendant ton enfance, c'était pareil ou t'as toujours eu plein d'idées en tête? Depuis petit, j'ai envie d'innover, tu vois, trouver des trucs, etc. À la base, je voulais faire ingénieur, après, je voulais faire pompier. Et les cours, j'étais pas trop dedans. Ouais. C'est-à-dire que, je vais pas dire que je suis hyper actif, mais je m'ennuie vite. C'est-à-dire que si ça me passionne pas ce qu'on fait, impossible de me canaliser. Tu vois, dans certains cours, j'étais le plus calme de la classe parce que ça m'intéressait, donc j'écoutais à fond. Par contre, les cours où ça m'intéressait moyen, je partais un peu à gauche à droite. Un peu dissipé, ouais, ce qui m'a valu des problèmes en seconde, c'est pour ça que j'ai été basculé en première STMG. Au début, c'était pas un choix. Et en fait, je me suis vachement retrouvé parce que c'était beaucoup plus concret, etc. Donc, je m'ennuyais beaucoup moins en cours. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a redonné aussi goût à l'école. Donc, on parle beaucoup de la STMG en négatif, mais honnêtement, moi, sans la STMG, je pense que j'aurais arrêté les cours avant d'avoir mon bac. Ok, ah ouais. Donc ça m'a sauvé quand même un petit peu au niveau du diplôme. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés sur la STMG qui sont pas forcément il y en a certains qui sont vrais, on va être honnête. Il y en a certains qui sont vrais, mais dans la globalité, pour une personne qui s'ennuie en cours et qui veut partir dans le monde de l'entreprise, donc dans le commerce ou dans la compta, dans le RH, ça peut être un premier pas, ça peut être ultra intéressant de partir sur cette voie-là pour voir si réellement ça lui plaît. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves de STMG qui lancent leur entreprise, qui osent entreprendre? Ou est-ce que c'était un peu le cas à part et du coup, comment les gens de ta classe ont réagi? Je le cachais.
Ah ouais. Ouais, j'en parlais pas, je voulais pas en c'est parler. marrant ça. Je voulais pas en parler, sauf qu'un jour, tu sais, je t'expliquais que j'avais fait pas mal de médias, etc. Ouais. Et un jour, j'avais fait La Voix du Nord, qui est le média de référence de la région. Et il y a un des profs ou un des responsables de l'école qui était tombé dessus et qui avait imprimé en A3 tout l'article, et ils avaient mis partout dans l'école. Ouais. Donc un matin, j'arrive, je me retrouve placardé, recherché. Et donc tout le monde l'a su comme ça, en fait. Ah oui, ok, t'as même pas eu le goût de dire à tes potes Non, je voulais pas en parler. Enfin, c'était un petit truc que j'avais à côté, etc. Et donc là, ça a vraiment pris de l'importance. Et à la base, je suis extrêmement réservé, très timide, etc. Donc c'était compliqué au début, tu vois, parce que t'as tout le monde qui vient te poser des questions, parce que forcément, les gens sont curieux de savoir exactement ce que tu fais. Ouais. Et c'était compliqué, mais par contre, les profs ont été beaucoup plus cool après. Ouais, j'imagine. Dès que tu dis que... Moins sur mon dos, entre guillemets, quand j'étais... Parce que nous, j'étais dans un établissement où on avait un ordi. Donc j'en profitais des fois pour envoyer des mails, pour gagner un petit peu de temps. Ouais. Et donc ils étaient un peu moins regardants sur ce que je faisais, ils me faisaient confiance. Et comme les résultats suivaient, j'avais des bons résultats, donc ils ne m'embêtaient pas trop. Donc ça a été un plus et un moins en même temps. Ok, ça marche. Ouais, c'est marrant, c'est vrai que quand tu es étudiant entrepreneur, les profs ils sont toujours un peu plus cool, genre soit t'es le chouchou, soit ils sont en mode ça dépend. Moi je sais qu'à l'IUT c'était très compliqué. Ah ouais. Parce qu'en fait ça s'est su aussi du coup, parce que avec les réseaux etc. les gens parlent. Ouais. Et à l'IUT quand je suis arrivé, quasiment tous les profs savaient que j'avais une entreprise à côté. Okay. Et ça m'a plus porté problème qu'aide. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui l'ont très mal vu. Beaucoup de professeurs qui au contraire tu vois me taclaient davantage pour ça. Alors parce qu'ils savent lycée, du coup que... au lycée, très très bien, tu vois. Ça a été bien vu, etc. Par contre, l'IUT est beaucoup plus compliqué. Et du coup, comment tu l'as vécu d'être hyper médiatisé alors que tu étais un garçon timide à la base, de te voir partout, de te voir sur les télés et tout, d'entendre les gens parler de toi. Enfin, comment, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu t'es dit, oula, je vais me cacher au fond d'un trou? Ou au début, okay. Je suis retombé il n'y a pas longtemps sur la première interview que j'avais fait par hasard. Et tu vois, je vois que j'ai pris aussi en assurance, tu vois, auprès de le fait de parler, etc. en public. J'ai beaucoup moins de mal aujourd'hui à m'exprimer en public, même devant une salle. J'avais fait des conférences, etc. J'ai aucun problème avec ça. Mais à l'époque, je sais que c'était impossible pour moi, rien que de faire un exposé, tu vois, en classe, c'était des choses un peu compliquées. Okay. Et ça m'a aidé énormément à me décoincer sur cette partie-là. Donc c'est plus que positif, mais au début, c'est vrai que ça fait bizarre. Bah oui, tu te vois partout, tu te dis, punaise... Ouais, c'est pas simple de se voir. Moi, j'aime pas regarder les émissions, etc. que j'ai faites, parce que j'aime pas me voir. Clairement. Mais forcément, des fois, tu retombes dessus, etc. Et tu vois aussi un petit peu l'évolution que tu as. Mais c'est normal, parce qu'on grandit aussi, donc on prend en maturité. Ça, c'est le retour que beaucoup de jeunes ou d'amis me font, tu vois. Comme quoi, dès qu'ils font quelque chose en dehors des cours, ils prennent beaucoup plus confiance en eux, alors que, tu vois, ils ont trop peur de se lancer. Mais dès qu'ils sont lancés, ils disent mais waouh, genre je suis plus du tout la même personne. Enfin, on revient sur l'autodidacte, tu vois, la question que tu avais eue au début, c'est ultra formateur. Je trouve ça vraiment, tu m'avais demandé autodidacte ou mentorat. Mentorat, c'est top parce que tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui a vécu les choses, donc qui peut te conseiller. Oui, ça peut être la facilité aussi. T'empêcher de faire des erreurs. C'est un avantage et un inconvénient parce que forcément, tu vas pas forcément apprendre de la même manière. Quand tu fais les erreurs, tu t'en rends compte, tu dis j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça. Et donc c'est beaucoup plus formateur parce que l'erreur, tu la fais pas deux fois. Ouais, carrément. Ça me rappelle, mes parents ils me disent tout le temps, moi j'écoute jamais mes parents en gros. Je suis très, j'en fais qu'à ma tête. Fonces. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que du coup je fais pas mal d'erreurs. Ils sont là, oui, on te l'avait dit. Sauf que je préfère carrément les faire moi-même, tu vois, pour apprendre à me relever et juste apprendre à grandir toute seule que qu'on me dise qu'est-ce qu'il faut faire absolument. Et ça, c'est vrai qu'il y a un peu deux types de personnalités. Enfin, même quand je vois dans mes proches et tout, il y a vraiment ceux qui sont là, ok, on écoute, ils obéissent, quoi. Et t'as tous les autres qui sont là, on apprend. Et... Ça dépend des personnes, tu vois. T'en as, comme tu le dis, qui sont plus j'écoute et je fais. Ouais. T'en as qui sont beaucoup plus je fais, j'échoue et j'apprends. C'est deux mentalités différentes. Alors, il y a des points positifs sur les deux, mais oui, c'est sûr. Des points négatifs aussi. C'est sûr. Perso, je suis la deuxième à 100%. Ouais, on est pareil. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que du coup, tu étais conférencier. Tu as été chroniqueur aussi, non? Si je me trompe pas. Ouais, sur France Télévisions, France Info. Donc, c'était des passages récurrents pour donner mon avis sur certains points, etc.
Et comment est-ce qu'ils t'ont contacté du coup? Comment ça s'est fait Les médias, c'est un monde fermé. C'est extrêmement fermé, c'est-à-dire qu'ils regardent tous les jours, ils regardent ce que font les autres, etc. Ouais. Et quand il y a un article qui marche bien, ils essayent de récupérer pour Ouais. refaire, pour récupérer, etc. Ouais. Et La Voix du Nord, ça avait cartonné, mais ils avaient fait des stades de folie. Ok. Et du coup, ça avait été repris par M6, qui après a été repris par France 2. Et France 2, c'est le groupe France Télévisions, donc après ils ont basculé sur France 3 et France Info. Et donc tu vois, c'est plein de petites échelles, de passes, etc. Et comme j'avais un profil un peu atypique, parce que du coup j'étais jeune, etc. Et c'était pendant les élections présidentielles globalement, les dernières. Donc forcément, ça les intéresse aussi d'avoir l'avis d'un jeune. Oui, carrément. Et comme j'avais pas d'école à côté, j'avais pas de contraintes entre guillemets, donc ils pouvaient faire les tournages, etc. quand ils voulaient. Ouais. Donc c'était tout bénef pour eux. Et moi, c'était bien aussi parce que ça me faisait connaître aussi à côté, donc intéressant. Oui, carrément. Donc tu faisais les trois en même temps. Est-ce que tu étais prof du coup à l'école, plus chroniqueur, plus DJ commercial? L'école c'est venu après. En fait, j'étais sur un plateau télé, France Info. Ok. Et sur ce plateau-là, il y avait le directeur des écoles de commerce de Lyon. Et donc on a beaucoup discuté en loge, etc. Il m'a dit, ça serait cool que tu viennes faire une intervention, présenter ton parcours, etc. auprès des étudiants. Je dis, pas de problème, je lui ai donné mon numéro. Je lui ai dit, tu me recontactes. Et il m'a rappelé 2-3 mois après en me disant, il nous manque un prof en marketing, il a arrêté, etc. Ça t'intéresserait d'essayer un cours? Je dis, potentiellement, ouais. Et donc, c'était 2-3 semaines avant le début des cours. Donc, je me renseigne, etc. Je signe les papiers, je donne toutes les infos. Et là, ils me disent, écoute, le premier cours, c'est un cours de 7 heures sur l'innovation marketing avec la même classe. Je me suis dit, là, je suis vraiment dans la merde. Globalement, je m'y connaissais un petit peu en innovation marketing, mais bon, je ne suis pas extrêmement calé, je ne suis pas expert. Et surtout, faire un cours de 7 heures, c'est très long, avec la même classe, parce que tu dois garder les élèves, etc. Donc, j'ai fait plein de mises en pratique, plein de cas concrets, etc. En vrai, c'est passé grave vite. C'était trop bien. Finesse, donc tu as fait un cours de marketing, alors que du coup, tes seuls cours de marketing, c'était peut-être en STMG? Enfin, comment... Ouais, et encore. Enfin, c'est vraiment les bases tu vois, on t'apprend. Donc, finalement, t'as appris tout seul, sur le tas, le marketing, quoi. Ouais, je l'ai appris via l'entreprise. Oui, voilà. Via les différentes expériences que j'ai eues, les discussions avec les clients, etc. Donc, ça m'a permis d'avoir une base et après de retravailler avec des cas concrets. Justement, tu étais quel type de prof? Parce que, nous, tu vois, on a des intervenants jeunes et tout, mais ils restent un peu plus âgés que nous, tu vois. Là, t'imagines avoir quelqu'un du même âge en face de toi, tu te dis, bon, c'était plus vieux. Ah ouais, les élèves étaient plus vieux que toi? J'avais 19 ans, ils en avaient 23, 24, c'est des masters, donc... ah ouais, punaise. Et j'avais pas, là, j'ai pas de barbe non plus, mais j'étais vraiment sans rien, donc je faisais encore beaucoup plus jeune. C'était un peu compliqué la première heure parce que forcément ils se posent des questions. Donc au début j'explique, mais t'en as qui arrivent en retard. Donc tout le long du cours, t'avais derrière comme ça. Et en vrai c'était drôle, à la fin on est revenu dessus et ça s'est bien passé. Mais je peux comprendre aussi que pour eux ça soit perturbant de se dire le mec il est plus jeune que nous, il vient nous donner cours. Et toi, comment tu te sentais? Est-ce que tu te disais je suis grave légitime d'être là, je fais ça depuis plusieurs années et tout? Ou est-ce que justement tu étais en mode oula, qu'est-ce qu'ils vont penser je pense que ça vient de mon parcours aussi, de me dire je me fie pas du tout à l'expérience ou au diplôme. Forcément, ça vient aussi de ce que j'ai vécu, mais je pars plus du principe qu'une personne est autant légitime à 20 ans qu'à 50 ans de faire quelque chose. Ça dépend vraiment de ses compétences. Et aujourd'hui, nous, sur les phases de recrutement, etc., je me fie absolument pas aux écoles qui sont faites, au diplôme. Tu vois, j'ai un développeur là, avec qui je travaille qui a 0 diplôme en marketing et en développement. Pourtant, c'est le meilleur dev que j'ai vu de ma vie. J'ai travaillé avec pas mal de développeurs, j'ai essayé pas mal de choses et c'est juste impressionnant parce que je pense qu'il a aussi cette partie-là de je dois prouver. J'ai pas de diplôme, donc je dois faire plus que les autres. Et quand tu n'as pas de diplôme, et moi le premier, je suis obligé de donner 2 fois plus que les autres, que certains de mes concurrents, parce que tu dois montrer que tu es légitime à faire ça. Et tu vois, on parle aussi beaucoup des jeunes, etc. Et le problème que j'ai eu au début, c'est que je devais faire 2 fois plus que des concurrents qui étaient là depuis 10-20 ans pour avoir le même résultat au final, parce que tu es obligé de prouver 2 fois plus que tu es légitime à faire ce que tu fais. Est-ce que tes clients t'ont demandé de prouver 2 fois plus, ou est-ce que c'est juste toi qui t'es dit « Waouh, j'ai 16 ans, tu vois, au tout début, ou alors j'ai 18 ans, faut que je fasse plus » ou... Il y a les deux. Quel côté? Il y a les deux. C'est-à-dire que
je me sentais pas forcément légitime au début en rendez-vous. Ouais. J'avais pas forcément confiance en moi à 100% parce que tu es jeune, tu débutes, tu connais pas tout. Donc tu vas quand même en retrait, mais tu es obligé de prouver 2 fois plus. À rendez-vous égal, tu es obligé de prouver 2 fois plus qu'une personne qui a 5-10 ans de plus que toi, parce que forcément, tu es moins légitime étant donné que tu as moins d'expérience. Ouais. Et je te prends l'exemple ultra concret d'un client qu'on a re-signé. Ça a été mon tout premier client dans l'agence. Trop bien. Entreprise de télécom, ils font de l'installation d'antennes 5G, etc. Ça a été mon tout premier client. Et là, je l'ai re-signé il n'y a pas longtemps parce qu'il réouvre un centre de formation. Et du coup, on a rediscuté parce qu'on ne s'était pas forcément revu depuis la livraison du premier projet, donc il y a 3 ans. Ok. Et il m'a dit, tu sais Clément, on t'a choisi. Au début, on ne savait pas que tu avais 16 ans. On t'a choisi pour une chose, c'est qu'on avait fait 3 rendez-vous, donc 3 agences différentes. Et contrairement aux 3, tu arrivais avec quelque chose de concret. Tu arrivais avec une planche guidée de logo, tu arrivais avec une idée de site internet. Et pour nous, on s'est projeté directement sur le projet. On s'est dit, le mec, il sait où il va, il arrive avec un truc concret. Et honnêtement, si je n'avais pas fait ça, ça ne serait jamais passé. Et si j'avais été pareil que les autres à faire le rendez-vous, globalement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de refaire des designs, etc. au début pour le premier rendez-vous. On le fait après avoir signé le client. Mais si j'avais fait comme les autres, j'aurais pas eu le contrat. Et donc forcément, tu vois, tu es obligé de faire plus pour avoir le même résultat. Ouais, mais du coup, tu as fait plus en ayant la conscience que tu faisais plus ou naturellement? Ouais, non, je le savais. Je savais que je faisais des choses que c'est pas que j'étais pas censé faire, mais que personne ne fait pour un premier rendez-vous. Ouais. Parce que globalement, j'ai travaillé 5-6 heures gratos, entre guillemets, tu vois, aller chercher des idées, etc. Ce qui était normal à l'époque parce que c'était mon premier client. Il fallait que je montre aussi de quoi je suis capable. Maintenant, on a des réalisations, tu vois, on a une page entière où on montre ce qu'on a fait, les résultats qu'on obtient, etc. Donc forcément, maintenant, c'est parlant, on n'a plus besoin de venir prouver de nos compétences et de ce qu'on sait faire. Mais à l'époque, quand on n'en a pas, c'est pour ça que j'ai beaucoup de jeunes qui me demandent des conseils pour lancer une boîte, etc. Et honnêtement, la meilleure chose pour lancer une entreprise, c'est de travailler sur 3 à 5 projets gratos. Parce que tu te fais un portfolio. Et l'avantage quand tu as bossé gratos, c'est que les gens se sentent reconnaissants. Tu vois, les clients, c'est même pas des clients, mais les gens que tu as accompagnés, ils se sentent reconnaissants parce que tu as fait quelque chose gratuit pour eux. Si tu leur as apporté de la valeur, c'est encore plus fort pour eux. Donc ils vont aller en parler à côté et c'est à partir de ce moment-là où tu peux venir facturer tes prestats. Et c'est un super bon truc pour trouver des clients au début. Oui, si tu n'as rien à montrer, c'est un peu compliqué. Après, tout dépend. Si tu fais de la vente de biens ou de produits, tu n'as rien à faire. Mais sur du service, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu dois avoir des réalisations. Oui, carrément. Et là, du coup, dans Digico Market, vous êtes combien à l'heure actuelle? Alors, on est 15, dont une partie qui est en auto-entreprise. Donc, c'est des auto-entrepreneurs qui bossent 3 à 4 jours par semaine. Parce que forcément, on ne peut pas les prendre plus, étant donné que sinon, c'est du salariat déguisé. Donc, ils ont un contrat de 3 à 4 jours chez nous. Pourquoi ne pas les salarier? Parce qu'en fait, nous, on a des demandes extrêmement variables. C'est-à-dire qu'un graphiste ne va pas intervenir pour tous nos clients. Tu as des graphistes, tu vois, je ne peux pas faire intervenir le même graphiste pour une archi d'intérieur et pour un garage. Ce n'est pas du tout le même esprit, la même identité, etc. C'est un peu comme des artistes, c'est-à-dire que chacun a sa patte et a sa manière de fonctionner. Donc, ça dépend aussi des demandes qu'on a. Pendant un mois, on peut avoir quasiment que de la création de logos et des identités visuelles et le mois d'après, que du site web. Donc, c'est compliqué pour nous de trouver une ligne. Une ligne de suivi, donc forcément on a des périodes comme ça. Et donc on doit aller s'adapter et forcément on s'adapte aussi avec les personnes avec qui on travaille. Et aujourd'hui ça fonctionne super bien cette manière de travailler, ça fait quasiment, pour certains ça fait quasiment 4 ans qu'on travaille ensemble. Et à force tu vois, tu crées des automatismes, une manière de travailler et c'est top. Moi j'adore la manière dont on bosse aujourd'hui. Ouais, c'est trop bien. Donc du coup là ce que tu fais actuellement c'est plus... on va dire de la gestion d'entreprise, gestion de projet, clientèle, etc. Je fais beaucoup moins de réalisation parce que forcément, à l'époque, j'étais auto-entrepreneur. Donc tout ce qui est démarche juridique, comptabilité, c'est extrêmement simple. Ça prend l'ordre de 10 minutes par mois et encore. Là, aujourd'hui, tu as les démarches, tu as les assurances à gérer, tu as les déclarations URSSAF, tu as envoyé tous les éléments à la compta, tu as le RH, tu as un tas de choses qui prennent quasiment 2 à 3 jours par mois. Alors c'est rien,
Mais oui, mais ça reste énorme. Ouais, ça reste énorme. Et après, tu as tous les clients à gérer. Tu as la prospection à les faire, parce que forcément, il faut payer tes prestats et les gens avec qui tu travailles. Donc, tu as aussi ce rythme à avoir quand tu es tout seul, tu n'as pas. Parce que tu dis, si je fais rentrer 2000 euros ce mois-ci, tant mieux, c'est quasiment dans ma poche. Et là, nous, tu vois, on est quasiment à 60% d'impôts. Donc, tu es obligé de faire rentrer beaucoup plus que ce que tu as au final. Et ça te met une pression tous les jours. Donc, quand je fais de la réalisation, quand je fais de la créa, c'est parce qu'on est vraiment dans le rush et on n'arrive pas forcément à tout gérer. Ou alors que c'est des projets où je me sens obligé d'intervenir. Mais aujourd'hui, j'interviens de moins en moins, entre guillemets, sur les projets. Il y a Julia qui m'aide beaucoup sur cette partie-là, qui est ma chef de projet. Donc, elle prend vraiment le relais sur le fait que, en fait, indirectement, c'est ma responsable dans l'agence. Tu vois, quand je fais de la création, c'est elle ma responsable qui me dit Clément, il faut que tu ailles faire ça, tu as ça à faire et tu dois intervenir là. Mais ce qui est bien, parce qu'il n'y a aucun rôle défini, tu vois, il n'y a pas de hiérarchie, c'est chacun, même j'ai eu des stagiaires, les stagiaires, je les considère au-dessus de moi. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'éléments, ils vont me dire Clément, j'ai besoin que tu me fasses ça. Et je trouve ça ultra normal d'avoir des ordres aussi d'autres personnes, parce que si tu n'as pas ces ordres-là, tu ne vas pas faire correctement le travail. Et le fait d'avoir, chacun est le supérieur de chacun, tu vois. Oui, carrément. Et ça permet d'apporter une dynamique de fou parce que tout le monde se sent investi dans les projets. Et un exemple ultra concret, j'avais eu 2 stagiaires là il y a quelques temps. Je les faisais changer de rôle à chaque fois, c'est-à-dire que je leur donnais une mission, je les faisais travailler en binôme à chaque fois, je leur donnais une mission et à chaque fois il y en avait un des deux qui était manager de l'autre. Ok, tu ça vois marche, Et chaque mission, ils échangeaient le rôle de manager. Ça leur permet aussi, eux, de prendre en compétence parce que honnêtement, je pense que dans aucune autre entreprise, ils auraient eu ce rôle de manager, entre guillemets. Non. Et tu vois, tout ça, je pense que ça vient aussi du fait que je n'ai pas fait forcément d'études et donc que j'ai une vision complètement différente de l'entreprise où, tu vois, je n'ai pas cette vision bateau de ça se passe comme ça, tu dois faire comme ça dans ta vie, etc. Et j'essaye toujours d'aller trouver des solutions différentes pour évoluer. Et je pense que c'est aussi notre marque de fabrique, tu vois, dans l'agence, de se dire, on fait différemment, mais des fois, c'est peut-être mieux que ce qui est fait dans les normes des choses. De toute façon, tu disais que tu aimes bien innover, tu as toujours aimé, donc soit ça suit la ligne quand même directrice, quoi. L'innovation, pour moi, c'est obligatoire dans une entreprise. Sinon, tu n'es plus compétitif au bout de 2-3 ans. Et là, aujourd'hui, on le voit, tu vois. Je vais te donner un autre exemple. J'ai un client qui intervient en réparation chez des clients. Et la semaine dernière, il était sur un chantier sur l'île à la Madeleine. Et il y a une dame qui est venue le voir parce qu'en gros, il a un camion avec l'entreprise, etc. Il y a une dame qui est venue le voir en lui proposant ses services. Donc, elle est venue en lui disant écoute, je fais partie de telle agence. Je ne vais pas dire le nom de l'agence, mais c'est une très grosse agence française. Et elle était responsable du Nord et elle lui a dit on peut t'accompagner sur la création de site web et référencement. Et il a dit non, je travaille avec Digico Market. Et elle nous connaissait. Alors qu'on est une toute petite agence, tu vois. Comparé à eux, c'est même pas 1% de leur clientèle. C'est rien du tout. Et en fait, elle lui a dit concrètement, parce qu'elle savait que la vente était pétée, elle lui a dit c'est des boîtes, parce qu'ils commencent à échanger, etc. Elle dit les boîtes comme ça, c'est des boîtes qui nous inquiètent, parce que ils se rendent compte que ce qu'ils faisaient il y a 10 ans, aujourd'hui, ça marche plus forcément. Les stratégies qu'il y avait il y a 10 ans, ça marche plus du tout aujourd'hui. Et comme eux, c'est des boîtes qui tournent très très bien, ils ont leurs clients et ils ont leur process en interne qu'ils ne veulent pas changer parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Ils se disent on va rester comme ça, on va perdre des clients, mais on va en faire rentrer de nouveaux parce qu'on a une grosse équipe commerciale, donc ils ne prennent pas forcément de risques. Et ce qui les inquiète, c'est d'avoir de plus en plus d'agences comme la nôtre qui viennent avec des solutions nouvelles et des process différents. Et c'est inquiétant pour eux parce qu'ils se disent ils deviennent de plus en plus compétitifs, que ce soit au niveau des coûts, au niveau du résultat. Il y a plein de petits facteurs et chaque petite boîte a ce besoin, je pense, d'innover. Et c'est ce qui permet d'évoluer aussi sur le marché. Carrément. Et c'est pas trop frustrant de ne pas faire la même chose que quand tu as commencé, par exemple. Tu vois, d'avoir évolué et de dire, là, je fais pratiquement plus de créa alors que c'est peut-être pour ça que tu as commencé. Enfin, tu vois. Enfin, tu te dis, finalement, est-ce que tu as le même sens du travail C'est des défis différents. C'est une manière de voir différente. Ça permet d'évoluer aussi et de toucher à d'autres choses. Tu vois, aujourd'hui, c'est aller chercher des partenaires, aller chercher des nouvelles solutions. Essayer de voir ce que font les concurrents pour essayer de faire un peu mieux qu'eux. Donc c'est quelque chose que j'aime aussi toujours autant parce que tu vois, je te parlais du fait d'innover quand j'étais petit, je voulais créer des choses. Je garde ce principe-là. Alors c'est un peu frustrant aussi de ne plus faire de créa. Après honnêtement, j'en ai fait beaucoup. Et ça fait du bien de faire des pauses aussi sur la créa des fois parce que des fois ça te sort par la tête parce qu'il faut être tout le temps en quête de créativité, il faut aller chercher des nouvelles choses, des nouvelles idées, etc.
Donc après, la partie que j'aime le moins quand même, c'est la compta et le RH. Ouais, ça, je pense. Bah, après, il y en a qui sont faits pour ça. Hein. Mais moi, ça ne me passionne pas du tout. C'est un rôle que je suis obligé de prendre. Mais ça fait partie, tu as forcément des plus et des moins dans... Tu peux pas faire ce que tu veux non plus. J'avais une autre question, je pense que pas mal de gens se posent en ayant créé une entreprise aussi jeune. Est-ce que du coup, tu sens pas forcément un décalage entre tous les autres jeunes de ton âge? Enfin, est-ce que du coup, tu as peut-être, je sais pas, c'est peut-être un peu trop personnel, mais tu as perdu des amis ou tu vois, enfin, comment ça s'est passé? Parce que c'est pas facile de se lancer parce que t'as personne qui te comprend. Enfin, personne fait ça en vrai. Bah, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué déjà d'un point de vue boulot parce que tu es tellement passionné par ton truc que c'est pas que tu oublies tout le monde, mais tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas répondre à un message pendant quasiment une semaine, alors que c'est des très bons amis. Mes amis aujourd'hui le comprennent. Et on en rigole, tu vois, il n'y a aucun problème avec ça, le fait que je ne réponde pas directement, parce qu'ils savent que si je ne réponds pas, c'est que je ne peux pas. Mais il y en a beaucoup pour qui ça a été compliqué. Tu vois, j'ai perdu beaucoup d'amis. Aujourd'hui, mon cercle est très fermé. C'est-à-dire que mes amis aujourd'hui sont plus vieux que moi, tu vois. J'ai pas d'amis, j'en ai quelques-uns de mon âge, mais les personnes avec qui je m'entends le mieux sont souvent beaucoup plus âgées que moi. C'est-à-dire que je suis plus à l'aise aujourd'hui à faire un repas avec des personnes qui ont 30-40 ans, que de faire un repas avec des gens de mon âge. Mais parce que je pense que ça vient aussi de l'expérience que j'ai eue par rapport à l'entrepreneuriat, où je passais mes journées complètes avec des personnes qui avaient 30, 40, 50 ans. Donc forcément, les discussions ne sont pas pareilles, tu grandis très vite. Et je le sens aujourd'hui, le décalage que j'ai avec les... Enfin, tu vois, je sens que je n'ai pas la même mentalité, mais ça vient aussi de l'expérience que j'ai vécue. C'est positif et négatif à la fois, parce que je pense que j'ai loupé aussi pas mal de choses. Genre la vie étudiante, les choses comme ça. Ouais, tu vois, tout le monde m'en parle. Depuis que je suis petit, tout le monde m'en parle en me disant c'est les meilleures années de ta vie, cette période-là, etc. Il y a des jours où tu y penses, tu te dis bon, ça a peut-être été cool de vivre ça, mais après tu es vite rattrapé par le boulot et tu te dis bah attends, j'adore ce que je fais, j'ai rencontré des personnes incroyables, je m'éclate à fond. Et c'est une chance aussi d'avoir une boîte qui tourne, tu vois, où tu peux en vivre, tu peux te verser un salaire. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Oui, non, c'est sûr. Donc c'est aussi une chance d'avoir cette opportunité-là. Et tu l'as peut-être pas. Si je l'avais pas saisi au moment où j'ai arrêté les cours et que je l'avais fait plus tard, tu vois, j'avais dit je laisse Digico Market stagner pendant 2, 3, 4 ans. J'aurais peut-être pas eu tout ce dynamisme et ça aurait été différent. D'avancer différemment, Ouais, non, ça doit pas être évident de voir tes potes sortir et tout à l'heure en mode bon non, faut que je bosse ou enfin. Attention, aujourd'hui je sors aussi, je prends le temps. Chose que je ne faisais pas avant. Avant, c'était boulot. Je voulais pas perdre une minute de boulot. C'est-à-dire que pour moi, être dans le métro, c'était une perte de temps, tu vois. Dès que j'étais pas derrière un ordinateur, j'ai perdu mon temps. Aujourd'hui, j'ai changé de vision parce que je me suis rendu compte de l'importance, tu vois, de faire des coupures, de prendre des vacances, de prendre du temps aussi pour ça, parce qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble et tu n'es même pas productif en fait dans ce que tu fais. Non, c'est sûr, carrément. Et j'essaie de prendre de plus en plus de temps à sortir, tu vois, aller voir les gens, aller boire un verre, aller faire un resto ou même aller voir mes proches, aller voir mes parents, etc. Je trouve ça ultra important. Et parce que c'est du temps que tu perds en fait. Donc, je sais pas si c'est un dicton qui dit ça, mais il y a une phrase qui dit que perdre du temps, c'est en gagner. Parce que du coup, t'es plus productif. Voilà, c'est ça, t'es plus productif, tu t'es reposé, tu passes aussi du temps normal, tu vois, genre positif et tout, et peut-être que tu passes à côté du coup, de la limite du burn-out, etc. Tu vois. C'est important, la santé mentale, c'est ultra important. Ça c'est un gros sujet, je pense, sur les jeunes qui entreprennent, tu vois. La santé mentale, parce que forcément t'es passionné et t'as du temps en vrai quand t'es jeune. Du coup, aussi, c'est un cercle. En fait, on ne te prend pas au sérieux, tu vois. Tu te sens, quand tu es jeune, tu te sens inarrêtable. C'est-à-dire que tu dis, je suis jeune, il n'y a rien qui peut m'arrêter, je vais y aller à fond. Sauf que, en fait, on est tous pareils, tu vois, que tu es 40 ans ou 20, tu as le même cerveau. Donc, au bout d'un moment, ton cerveau, il pète parce qu'il reçoit trop d'informations et il doit, honnêtement, être entrepreneur, tu l'es 24/24. Tu vois, on parle souvent des différents salariés, chefs d'entreprise, etc. Les gens ne se rendent pas compte de la différence. C'est-à-dire que même un chef d'entreprise qui n'est pas au bureau, il travaille quand même intellectuellement. C'est-à-dire que tu as tellement de pression au quotidien que tu travailles 24/24. Ton cerveau travaille constamment. Alors que quand tu es salarié, à 18h, tu finis ton boulot, tes problèmes s'arrêtent. Ils reviennent le lendemain à 8h. Alors c'est un peu emmerdant, mais tu vois, globalement, tes problèmes s'arrêtent. Tu penses quand même un petit peu, mais
Un entrepreneur, c'est 24-28. Moi, j'ai eu des périodes où je dormais pas de la nuit parce que financièrement, c'était un peu compliqué. Je devais aller chercher de nouveaux clients et ça tombait pas forcément les contrats que je voulais. Donc, des fois, tu es dans des périodes où tu es vraiment dans le mal parce que tu dis, on est quand même à ça de passer à la trappe. Ouais. Donc c'est une grosse pression au quotidien. Ouais. Oui, c'est un énorme risque. Mais du coup, c'est marrant parce que tu as toujours eu la vision entrepreneuriale. Tu n'as jamais été stagiaire ou tu n'as jamais fait. Enfin, tu vois, tu n'as jamais été salarié en soi. Troisième et quatrième, je ne sais même pas si on peut appeler ça des stages parce que tu regardes ce que font les autres. Tu es observateur. Ouais. Stage d'observation. Ouais. Et non, j'ai pas vécu. Ouais, tu n'as jamais vécu le salariat vraiment? Non. Les seules fois où je vis entre guillemets cette période de salarié, c'est quand je vais voir des clients. C'est-à-dire que je m'imprègne de l'environnement, tu vois. Quand je vais dans des bureaux avec des clients, je m'imprègne de l'environnement salarié parce que forcément, il y a des salariés qui bossent à côté, etc. Et des fois, je passe une demi-journée en entreprise à discuter, à trouver des problèmes et des solutions. C'est la seule expérience entre guillemets que j'ai en tant que salarié. C'est-à-dire que j'ai pas eu cette vision. Mais ce qui est aussi un point fort parce que du coup, tu construis ta vision de l'entreprise. Tu ne fies pas forcément à ce que tu as vécu avant dans d'autres entreprises, donc c'est ultra intéressant. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est de cette manière-là qu'on peut innover et avoir un nouveau type d'entreprise, quoi. Trop bien. Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure, un mot pour l'enfant Clément? Qu'est-ce que tu lui dirais si, je sais pas, genre pendant un moment de mou, tu vois, un peu une perte de motivation, qu'est-ce que tu dirais à toi, mais plus jeune? Tu t'es mis dans une sacrée merde, mais en vrai, c'est trop bien. Non, honnêtement, il y a des... Je vais être honnête, il y a des jours où je me dis dans quoi je me suis mis. Parce que des fois, tu as des périodes qui sont beaucoup plus compliquées à vivre, parce que tu as une forte pression. Mais le lendemain, tu as tous les contrats que tu attendais depuis des mois qui tombent tous au même moment. Tu te dis, ok, c'est pour ça que je fais ce boulot. Ou alors, tu as un rendez-vous avec un client et il te dit, c'est exactement ce que je voulais. C'est trop bien, je suis trop content d'être passé par vous, etc. Ou même des retours clients, tu vois, par la suite, qui disent, on voit que tu as évolué, on voit que tu as grandi, que tu as amélioré les process, etc. En fait, ça rattrape toutes ces journées un peu où tu es dans le mal parce que tu n'as pas la motivation ou tu as tellement de trucs à faire que tu es perdu. Et si je devais donner un mot au Clément petit, c'est pense au lendemain. Pense à ce qui peut arriver après. Parce que quand tu es au moment présent, tu te dis, je suis dans la merde. Et tu penses à après, en disant, oula, après ça va être 2 fois pire les problèmes. Sauf qu'il y a toujours quelque chose de positif qui arrive après. Mais la vie, c'est ça en fait, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil, sauf qu'ils sont accentués par d'autres problèmes. Ouais. Et non, si je donnais un conseil, c'est pense à après. Ok, et parfait. Donc tous les auditeurs, il faut qu'ils pensent à après. Ouais, à leur futur. Ouais. C'est important, on ne se rend pas compte. Mais le lycée et les études sup, c'est la base de ta vie. C'est-à-dire que, non mais en plus, le pire, c'est qu'on nous le répète, tu vois, à l'école, les profs nous le répètent en disant, vous construisez votre avenir, mais c'est réel. C'est-à-dire que tu t'en rends pas compte parce que tu es dans le truc, tu te dis, mais j'ai le temps, j'ai encore une vie devant moi. Mais tout ce que tu fais maintenant, tout l'avance que tu prends maintenant par rapport aux autres, c'est une avance qui est considérable. Ouais, tu vois, j'avais fait des conférences en lycée, dans des lycées, notamment dans mon ancien lycée. Et à l'époque, on nous disait, faut travailler, faut travailler, faut travailler. À l'époque, je me disais, non mais c'est bon, on nous le répète constamment, mais aujourd'hui, je rejoins à fond ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand tu es au lycée, tu es obligé d'être en cours. Tu es obligé d'y être, parce que malheureusement, c'est les lois. Et je me dis, en fait, si j'avais réfléchi comme ça à l'époque, ça aurait été 100 fois mieux, parce que comme tu es obligé d'y être, autant en profiter pour écouter. Tu vois, c'est une obligation, donc profite-en pour écouter un minimum, ça te servira forcément. Et tout ce que j'ai écouté en cours aujourd'hui, moi, ça me permet de ne pas passer pour un con devant des clients. Parce que des fois, tu es en repas avec un client, je sais pas pourquoi, mais ça part sur l'histoire, tu commences à parler d'histoire de France ou géographie. Tu vois, il dit, la semaine dernière, je suis parti en vacances au Brésil. Tu connais la capitale du Brésil. Ou je suis parti en vacances à tel endroit. Tu peux parler un peu du pays parce que tu as quand même un semblant de culture. Le problème, c'est que quand tu n'as pas de culture, c'est compliqué. Donc, le mot de la fin, c'est ayez de la culture.
et pensez à demain. Ouais, c'est voilà. un peu ça. Restez à l'école. Non, après, ça dépend du profil de chacun. Ouais, carrément. Écoute, merci beaucoup Clément. Merci, c'était très sympa, très intéressant. Et à bientôt. Oui, avec grand plaisir. Et nickel. À bientôt.